news. Breaking news. Breaking news. Dossier spécial Jacquesville. Côte d'Ivoire, inauguration de la première école internationale de lutte contre le terrorisme AILCT en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La ville de Jacquesville, située à 35 km de la capitale économique de Côte d'Ivoire à Abidjan, désormais sous les regards de milieu international avec la nouvelle école internationale de lutte contre le terrorisme bâtie sur 1200 hectares. Cette académie internationale de lutte contre le terrorisme a été inaugurée le jeudi 10 juin 2021 par le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Patrick Achi. Le terrorisme, cette nébuleuse grandissante, force la préoccupation internationale dans une Afrique devenue malheureusement son terroir et son espace de prédilection. Cette académie aura pour but 1. De former des cadres et responsables internationaux de lutte contre le terrorisme. 2. Faire de cette académie un centre professionnel d'entraînement des forces spéciales et des unités d'intervention spécialisées. 3. Cette académie sera enfin un institut de recherche stratégique. Notons que cette coopération est un exemple à saluer de l'engagement sans faille de plusieurs ministères français et ivoiriens pour promouvoir une stratégie de lutte contre le terrorisme global unique en son genre, intégrant les concours des ministères participant à la lutte contre le terrorisme que sont les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. D'autres nations ont déjà rejoint cette belle initiative à l'exemple de la Norvège, l'Australie et les Pays-Bas. Cette inauguration a été hautement marquée par la présence de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, du maire de la ville de Jacquesville, symbole d'accueil régional, et la haute présence de son Excellence le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Jérôme Patrick Achi, et la présence de nombreuses personnalités politiques et militaires, Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Protection civile de Côte d'Ivoire, M. Vagondo Diomandé, des généraux et colonels venus des pays du Mali, Niger, Nigeria, États-Unis d'Amérique, Mauritanie et du Cameroun, entre autres. Ce jeudi 10 juin 2021, il est 10h02 quand, comme cela est de coutume en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, tout commence par une cérémonie de libation faite par les chefs coutumiers garants de la tradition, comme pour faire appel à la bénédiction des ancêtres. C'est alors que le discours de bienvenue, à Kouaba comme cela se dit en Côte d'Ivoire, assez haute de marque, est revenu au premier magistrat de la ville de Jacquesville, monsieur le maire Joachim Begré. Je voudrais que vous m'autorisiez à dire juste un petit mot à l'attention de notre hôte, le ministre Le Drian. Monsieur le ministre Le Drian, en octobre 2018, vous étiez ici même à Brébi avec le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour poser la première pierre de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Moins de 3 années plus tard, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Jacquesville. Le Premier ministre Amadou Gon n'est plus. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense puis Premier ministre, n'est plus. Mais vous êtes revenu sur vos pas. Vous symbolisez les liens forts entre la France et la Côte d'Ivoire, liens qui traversent le temps et les hommes. Vous êtes là pour témoigner de la fidélité de la France à la Côte d'Ivoire. Et Jacquesville qui accueille cette académie s'en réjouit. Bienvenue donc chez vous, à Jacquesville, monsieur le ministre Le Drian, puisque vous êtes désormais citoyen de Jacquesville. Monsieur le Premier ministre, transmettez les remerciements de toutes les populations de Jacquesville à son Excellence, monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Tous les propriétaires qui ont vu leur plantation annexée pour cause d'utilité publique ont été soulagés. Les travaux de l'AILCT se sont déroulés sans incident parce que les populations riveraines ont compris le bien fondé de ce projet. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons pour cette cérémonie officielle
d'inauguration. L'honneur est ensuite revenu à son Excellence le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, de se prononcer sur cette inauguration officielle. C'est une grande fierté et une grande joie pour moi de vous accueillir sur le site de Jacquesville pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT, sous la présidence de son Excellence M. Patrick Agy, Premier ministre de Côte d'Ivoire et chef de gouvernement, et en présence de son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe, des Affaires étrangères de la République française. Je salue la présence distinguée de mes collègues ministres et du gouvernement, les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, témoignage vivant du caractère interministériel et international de cette académie. Mesdames et messieurs, annoncé en 2017 par leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Emmanuel Macron, président de la République française, le projet de l'AILCT a été l'objet d'un travail acharné entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Monsieur le ministre Le Drian, vous avez été présent ici le 18 octobre 2018 sur ce site qui n'était qu'une broussaille en présence de mon prédécesseur, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à l'occasion de la pose de la première pièce de l'Académie. Merci d'être là encore aujourd'hui pour évaluer avec nous le chemin parcouru. À ce stade de mon propos, permettez-moi alors de rendre un vibrant hommage à notre ancien Premier ministre, ministre de la Défense, feu Ahmed Bakayoko, qui a porté ce projet à bras-le-corps en l'inscrivant comme priorité au titre du ministère de la Défense. Monsieur le Premier ministre, vous allez inaugurer dans quelques instants avec M. Jean-Yves Le Drian la première tranche des travaux d'infrastructure de cet ouvrage. Elle permettra le démarrage des activités d'entraînement, de formation des cadres et de réflexion stratégique sur un site adapté. Ce site a une contenance de 1100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. En outre, ces infrastructures permettent de mettre en œuvre les 3 piliers de formation de l'AILCT, à savoir l'entraînement pour les unités spécialisées, je veux parler principalement des forces spéciales, la formation des cadres acteurs de la lutte antiterroriste issus des ministères de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, et sans doute d'autres ministères à l'avenir. La recherche stratégique sur l'étude de la menace terroriste. Face à l'urgence et à l'importance de sa mission, l'AILCT n'a pas attendu pour commencer ses activités de formation et de réflexion sur ces 3 piliers, puisque près de 500 acteurs de la lutte antiterroriste provenant d'une quinzaine de pays africains ont déjà été formés. Désormais, l'AILCT pourra réaliser ses prestations dans ses propres locaux dans des conditions adéquates.
Ensuite, ce fut au tour de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, de prendre la parole. Quand l'idée que nous voyons se concrétiser aujourd'hui a vu le jour, en 2016, la France et la Côte d'Ivoire venaient de subir de terribles attentats islamistes. Je pense en particulier, bien sûr, à l'attaque qui eut lieu non loin d'ici à Grand-Bassam, où des Ivoiriens et des Français périrent ensemble un dimanche de mars, sous les balles des terroristes. Nous n'oublions pas cette stratégie, et je tiens à exprimer aujourd'hui toute la solidarité de la France, par ailleurs, à la suite de l'attaque dont a été victime la Côte d'Ivoire à Tungbo le 7 juin. Depuis ce moment, nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Je me rendrai d'ailleurs demain à Ouagadougou pour dire notre solidarité au président Kaboré à la suite de l'attaque particulièrement meurtrière de la semaine dernière. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les questions qui se posent à nous sont claires. Comment lutter efficacement contre des groupes terroristes plus mobiles que jamais et désormais capables d'étendre leur rayon d'action aux confins du Sahel pour tenter de desserrer l'étau dans lequel ils se trouvent pris? Comment les empêcher d'importer ici leur stratégie du chaos pour affaiblir les États et soumettre les populations s'imposant par la violence et l'instrumentalisation des aspirations encore insatisfaites? Comment rendre impossible la connexion qu'ils cherchent à réaliser avec les groupes de la région du bassin du lac Tchad? À ces questions cruciales, nous devons apporter une double réponse. En unissant nos forces, avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme. Et pour clore ce grand moment de fusion et de belle coopération pour préserver et prévoir la paix par la sécurité à tous égards des peuples, le Premier ministre, son Excellence Jérôme Patrick Hachi, s'est exprimé en dernier selon le déroulé de la cérémonie. Nous vivons aujourd'hui un moment singulier, un moment fait de responsabilité, d'exigence et de détermination. Face à la menace sombre et prédatrice qui plane sur le progrès de nos sociétés ouest-africaines, nous avons choisi de répliquer par l'audace, le courage et la coopération engagée des nations. Et à peine plus de 18 mois après un accord signé entre la France et la Côte d'Ivoire sur les conditions de mise en œuvre, j'ai l'honneur aujourd'hui, en tant que représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux côtés du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, d'inaugurer l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Monsieur le ministre, cher Jean-Yves, au nom de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, merci. Merci d'être là, parmi nous, aujourd'hui. Merci de cette fidélité humaine et de cet engagement politique constant aux côtés de la Côte d'Ivoire et du sous-continent pour tenir ensemble face à l'hydre terroriste qui frappe lâchement nos pays et vient ternir l'avenir de nos enfants. Merci d'incarner cette France, digne d'elle-même, cette fille de l'universalité qui ose agir quand l'injustice s'attaque à l'espoir d'un peuple et quand l'idéal de la liberté se trouve menacé par un péril aveugle, cruel et funeste. Oui, nous connaissons l'importance de l'œuvre de la France dans nos régions, depuis l'arrêt des colonnes infernales fondant sur Bamako pour y semer l'effroi et récolter la désolation. Nous nous souvenons avec ferveur des soldats français, hommes et femmes, tombés au champ d'honneur au Sahel pour protéger l'Afrique,
pour protéger l'Europe. Ils l'ont fait aux côtés de leurs frères d'armes, maliens, tchadiens, nigériens, burkinabés, mauritaniens ou ivoiriens, qui, eux aussi, choisissent de combattre dans des conditions exigeantes et de donner leur vie pour protéger l'idéal de la liberté et du progrès pour les générations nouvelles. Oui, Ouest-Africains ou Européens, l'histoire honorera demain leur mémoire comme nous honorons aujourd'hui leur noble bravoure. À titre de rappel, c'est le 30 novembre 2017 que l'annonce de la création de cette académie a été faite par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et de son homologue son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Le début du chantier de construction a débuté le 18 octobre 2018 et ce 10 juin 2021 sera inscrit à l'encre indélébile comme journée officielle inaugurale de ce centre international de lutte contre le terrorisme avec les signatures de l'accord intergouvernemental et la réception des contribuables à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, marquée par des échanges, projections vidéo, afin de mieux présenter les différents sites et facettes de l'académie. CNN, la télévision autrement, a recueilli les impressions des personnalités diplomatiques et militaires présentes à cette cérémonie officielle inaugurale de AILCT. Il faut dire que c'est une très très bonne initiative parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est jamais l'affaire d'un seul pays. Ça ne doit pas être l'affaire d'un seul pays, c'est une affaire pour tout le monde, pour tous les pays. Et donc, créer une académie internationale de lutte contre le terrorisme, je pense que c'est un bon signal dans la région et surtout dans un pays qui est stable et qui a la paix. C'est-à-dire, on mutualise, comme vous avez dit, la lutte contre le terrorisme et il y a beaucoup de pays qui s'inscrivent et c'est pour ça que je suis venu en tant que l'ambassadeur de l'Union européenne parce que je pense que l'Union européenne est aussi vraiment fortement engagée dans la lutte contre le terrorisme. On ne peut que soutenir une initiative comme l'Académie ici. Nous sommes venus spécialement d'Abuja pour d'abord depuis dimanche dernier visiter la belle Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Nous l'avons visitée de fond en comble. Et les autorités ivoiriennes et françaises nous ont conviés spécialement à cette inauguration qui est une étape majeure de la mise en service de cet outil de formation. Un outil de formation sur 3 aspects importants. Une école des cadres, une école de formation des unités spéciales et puis une unité de recherche stratégique. Donc c'est 3 aspects en un. Et en ayant visité le site et en ayant vu les autorités mobilisées autour de cet outil de formation, nous pensons que la CEDEAO, les 15 États, seront représentés ici dans le cadre des formations, puisque nous avons un plan d'action de lutte contre le terrorisme, dont l'un des volets essentiels, l'une des composantes essentielles est la formation. Nous allons former des ressortissants de la CEDEAO ici, apporter un appui fondamental pour que l'Académie devienne vraiment un centre d'excellence pour la CEDEAO. Nous sommes très enchantés de la mise en place de ce centre qui va permettre de coordonner toutes les actions qui rentrent dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ce n'est pas seulement la dimension militaire, comme les discours l'ont montré, il y a aussi des aspects qu'il faut prendre en considération. La mutualisation des différents aspects me semble constituer en tout cas un pas important pour permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Nos attentes, c'est que le terrorisme disparaisse de la sous-région. Chaque jour que Dieu fait, nous avons des pertes en vies humaines au sein des pays du Sahel. Et nous souhaiterons que les personnes qui seront formées dans cette école puissent permettre de mettre fin à ce crime organisé dans la sous-région. On m'occupe de la coopération de défense et de sécurité au sein du ministère des Affaires étrangères avec M. Jean-Yves Le Drian. Et donc on est pour la partie française un petit peu l'architecte de la sortie de terre de cette académie et de sa mise en service opérationnel. Voilà. Donc pour nous c'est une très belle réussite aujourd'hui d'avoir franchi ce jalon inaugural avec beaucoup de grandes autorités politiques. Vous avez entendu comme moi les discours, ils sont tous convaincus que cet outil sera un outil clé pour la lutte contre le terrorisme dans les prochaines années en Afrique de l'Ouest. Le Mali est en quelque sorte l'épicentre de ce terrorisme, de l'action de ces terroristes. Et donc une académie de ce genre ne peut que
vraiment être vraiment notre fierté et notre espoir aussi. Pas nous seuls, mais toute la sous-région, le Sahel en particulier. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 16 juin 2021 de 11h à 13h30 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan sous la présidence du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Une fois de plus, les membres du gouvernement autour du président de la République n'ont pas failli face à ce rendez-vous destiné à plancher sur les sujets brûlants de l'actualité. À l'issue de ce conseil des ministres, ce qu'il y a à noter en premier lieu est la lutte contre le trafic illicite. Le conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la cellule aéroportuaire anti-trafic, en abrégé CAT, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pris dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue et la criminalité transnationale, ce décret vise à renforcer les capacités de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en matière de détection et de saisie de marchandises illicites. La CAT intègre de ce point de vue un projet dénommé ERCOP, qui est un projet qui bénéficie de l'appui de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation internationale de police criminelle. Le Conseil a également procédé à l'élaboration d'un plan stratégique sur la gestion des frontières, conformément à une décision de l'Union africaine. Le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de gestion des frontières de la Côte d'Ivoire et de son plan d'action, en vue d'apporter des réponses politiques pacifiques et durables aux problématiques liées à la gestion des frontières. Ce document est assorti d'un plan d'action opérationnel qui permettra d'améliorer la gouvernance administrative et sécuritaire des espaces frontaliers, en assurant bien sûr une meilleure coordination des actions de l'État à nos différentes frontières. C'est un projet qui est une directive de l'Union africaine et qui va bénéficier donc de soutien de l'Union africaine à travers donc la GIZ, de la Commission de l'UEMOA et bien entendu de l'État de Côte d'Ivoire. Les jeux de hasard n'ont rien d'hasardeux, ce qui justifie l'avènement de l'autorité de régulation de ces jeux, comme le souhaite le gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARJH, en Côte d'Ivoire. Et en application donc de la loi 2020-480 du 27 mai 2020 portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, ce décret définit les organes et précise les modalités de fonctionnement de l'autorité de régulation des jeux de hasard et chargée d'assurer la régulation, le contrôle du secteur des jeux de hasard. En ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, le gouvernement n'entend pas lâcher prise. Plus de 7 400 000 doses de vaccins sont attendues. Afin de maintenir la dynamique actuelle et l'engouement des populations et de garantir donc la série vaccinale complète pour être immunisée, un plan d'acquisition donc a été mis en place et devrait permettre d'acquérir 7 400 000 nouvelles doses. Ce plan est en mise en œuvre et nous devons recevoir sur une première période qui part donc du 18 juin à fin août 3 400 000 doses qui seront attendues de façon progressive et à moyen terme, sur la période de septembre à fin décembre, nous aurons donc 4 millions de doses qui seront également réceptionnées, ce qui fait bien sûr les 7 400 000 doses que nous attendons donc globalement. Les journalistes sont aussi préoccupés lors du point de presse des conditions de retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un ensemble de questions ont été évoquées avec les émissaires de M. Laurent Gbagbo et ils ont été informés de toutes les dispositions sécuritaires qui ont été annoncées, toutes les dispositions pratiques pour l'accueil. Vous avez constaté que ce sont eux-mêmes qui vous ont annoncé que le chef de l'État donc ouvrait le pavillon présidentiel donc à M. Laurent Gbagbo.
Donc à partir du moment où tout se passe très bien dans ce cadre de concertation, nous avons fait notre travail dans le cadre de concertation qui a été mis en place et toutes les réponses ont été apportées dans ce cadre-là. Le chef de l'État ivoirien a informé le Conseil des ministres qu'il se rendra au Ghana à Accra le 19 juin 2021 pour prendre part au sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le samedi 5 juin 2021, au stade municipal de Bingerville, les femmes croyaient vivre un conte de fées. La dame au grand cœur, Madame Dominique Ouattara, épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, a décidé de casser la tirelire et ne pas compter pour rendre heureuses toutes les mères et les femmes en général de Bingerville qui, comme une seule femme, avaient fait stade plein comme un œuf. C'est à 11h que le cortège de l'épouse du chef de l'État ivoirien, Madame Dominique Ouattara, fait son entrée dans ce stade municipal de Bingerville pour le bonheur de toutes ces femmes qui l'ont accueilli avec acclamation et des cris de joie à tue-tête. Elle s'est permise un bain de foule sous les caméras des télévisions nationales et internationales, comme pour dire à ces femmes « Je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi dans notre Côte d'Ivoire solidaire ». La présence remarquée de la grande chancelière Madame Henriette Dagri-Diabaté, Madame Florence Hachi, épouse du Premier ministre Patrick Hachi, des femmes ministres, des épouses d'ambassadeurs et la quasi-totalité des épouses des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire aux côtés de Madame Dominique Ouattara. Des dons à perte de vue, des milliers de seaux, ustensiles de ménage, du matériel des salons de beauté, des centaines de machines à coudre, des congélateurs, des tricycles, des motos, des ballots de pagne Uniwax, des lits pour nouveau-nés et pour salle d'accouchement, des glacières, des ordinateurs et serveurs informatiques, des machines à broyer les aliments, des détergents, des désinfectants comme pour poursuivre la lutte contre la Covid-19, des aliments en tout genre, des tonnes de dons en vivres de première nécessité et dons numéraires en chèques à des centaines de femmes de Bingerville, en plus d'une enveloppe additionnelle du Fonds d'appui aux femmes, le FAFSI qu'elle préside, d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Tout ceci en présence des chefs religieux et coutumiers qui n'ont pas failli à la tradition. Les artistes internationaux et nationaux, reflétant l'unité nationale, ont donné de la voix et de la joie avec des prestations inégalées, faisant de ce moment l'exemple à suivre d'une belle Côte d'Ivoire unifiée du nord au sud, de l'est à l'ouest dans la baie et comme pour dire merci à toutes les mamans. Madame Dominique Ouattara a procédé à la décoration des femmes centenaires de Bingerville et environ, et dans cet esprit, la Côte d'Ivoire solidaire que prône son illustre époux, son Excellence Alassane Ouattara. Les femmes de Bingerville ont offert à leur hôte du jour des vivres frais de premier choix. C'est alors que la représentante des femmes a été la première à prendre la parole. Maman, je tiens aujourd'hui, aussi au vu de tout le monde, vous dire merci maman. Merci maman de tout cœur. Vous n'avez pas demandé de quel bord politique je suis, de quelle ethnie je suis. Quand j'ai eu un problème, j'ai eu l'injustice, j'ai seulement écrit. Vous vous êtes levée maman et vous m'avez défendu. Et cela m'a évité la prison. Merci, maman de tout cœur. Maman Dominique, notre lumière, vous qui êtes venue nous faire honneur à Bingerville. Maman, merci. Maman, merci. En hébreu, nous disons Nasi, 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 oh maman jolie. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était honorée à tous égards. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à mon nom propre, je vous dis bonne fête, maman Dominique. Bonne fête des mères à vous. Merci d'être avec nous, vos sœurs, vos filles, pour marquer une fois de plus votre attachement et votre engagement en faveur de tout ce qui touche à la question de la femme. Cette journée m'offre l'agréable devoir de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a placé la femme au cœur de ses priorités. Désormais, nous avons une loi sur la minorité, une loi qui interdit les mariages précoces. Dans notre pays, désormais, la loi punit sévèrement les violences basées sur le genre.
Le statut de la femme s'est également amélioré avec la modification du Code du mariage et de la loi sur la succession. À tout seigneur, tout honneur, les femmes de Bingerville étaient impatientes d'écouter la dame au grand cœur, Madame Dominique Ouattara, qui dans un standing ovation, observé par toutes jusqu'à son pupitre, s'est adressée à ses grands-mères, mamans, sœurs, filles, nièces, pour leur transmettre sa gratitude et sa présence à leur côté. Chère maman de Bingerville et chère maman de Côte d'Ivoire, je voudrais vous rendre un hommage bien mérité. En effet, vous êtes nos héroïnes du quotidien. Vous donnez la vie et prenez soin de vos enfants au prix de 1000 efforts. Vous êtes précieuses car vous êtes irremplaçables. Mes chères sœurs de Bingerville, je saisis cette belle occasion de la fête des mères pour réitérer mon soutien eu égard au succès de vos activités financées grâce au fonds FAFSI. En effet, pour une enveloppe de 350 millions de francs CFA qui vous avait été octroyée, vous avez réalisé un taux de remboursement de 99,66% et je vous en félicite. Pour matérialiser ma confiance, je vous ai apporté un montant additionnel de 300 millions de francs CFA, ce qui porte le fonds FAFSI pour la commune de Bingerville à 650 millions de francs CFA. Je souhaite que cette enveloppe additionnelle qui vous est octroyée ce jour vous permette de développer encore plus vos activités pour le bonheur de vos familles. Pour vous traduire mon affection, je vous ai également apporté des dons en vivre et non vivre dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la coiffure et de la couture, ainsi que des équipements pour nos jeunes et les centres de formation féminins. Je sais que vous en ferez bon usage. Chères sœurs, afin de vous faire encore plus belle, je vous offre 7000 pagnes Wax Côte d'Ivoire, car je sais que cela vous fera grand plaisir. Mes chères sœurs, chère maman, vous qui donnez la vie, vous qui connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie, je voudrais vous encourager fortement à prôner la paix et la réconciliation autour de vous. Dans vos communautés, vos familles, vos cercles d'amis, soyez celles qui apaisent les tensions pour une Côte d'Ivoire unie et fraternelle. Madame Dominique Ouattara a visité cet aéropage de dons et s'est prêtée au jeu du partage des échantillons de dons offerts. C'est alors qu'a pris fin cette cérémonie que les femmes de Bingerville sont loin d'oublier et qu'elles ont tenu à immortaliser par cette photo de famille des bénéficiaires qu'elles ont encore été du FAFSI. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moualé-Kombi, accompagné du secrétaire général du ministère de la Communication, Félix Zogo, et du secrétaire général des services du gouverneur, Simon Estil, a donné un point de presse dans la salle de presse du complexe sportif d'Olembe afin d'assurer l'opinion nationale et internationale sur la capacité du Cameroun à abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations du 19 janvier au 6 février 2022 prochain. Pour le ministre, aucune inquiétude à se faire quant au retrait de la CAN au Cameroun, comme prétendument annoncé par les adeptes de la désinformation. Des changements du logo de la compétition qui ne dépendent pas de COCAN, mais qui sont le fait de la CAF et de la charte graphique ont été opérés par la CAF. Dorénavant, pour ceux qui ne le savent pas, la compétition s'appelle CAN Total Énergie Cameroun 2021. Et ces logos nous ont été transmis il y a quelques jours seulement. Ce qui prouve bien qu'il y a des mutations, ces mutations structurelles, ces changements dont parlait M. Mosengo dans le cadre de la conférence, la visioconférence que nous avons eue ensemble. Et à cet effet, nous avons saisi, à la date du 1er juin 2021, en ayant pris en considération la nouvelle dimension iconographique, les nouvelles données de la charte graphique et du logo, nous avons saisi à la date du 1er juin 2021, à travers monsieur le directeur du tournoi, la CAF
pour lui signifier que le COCAN était prêt et sollicitait par cette correspondance la liste des personnalités attendues de la CAF dans la perspective des formalités de visa que devrait accorder la délégation générale à la sûreté nationale. Nous avons également, par ce courrier, sollicité les plans de vol de l'ensemble des invités de la CAF pour la cérémonie de tirage au sort dont la jauge avait déjà été arrêtée d'un commun accord avec les responsables marketing, entre autres, de la CAF. En effet, depuis quelques jours, le spectre d'un retrait de la CAN Total 2021 plane ainsi au cœur de l'opinion nationale qu'internationale. D'où cette sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique pour mettre les choses au clair. Le Cameroun organisera bel et bien la CAN Total Énergie 2021. Ce d'autant plus que le pays affiche une offre infrastructurelle plutôt enviable. La preuve avec les 5 stades récemment validés par la CAF pour abriter les matchs des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Quant aux autres aspects concernés, à savoir l'hébergement, le transport, le volet sanitaire, leur mise en œuvre est également appréciable comme l'a précisé le patron du sport au Cameroun. En clair, le Cameroun entend profiter des 7 mois qui lui restent pour peaufiner son organisation. Et ce, en toute intelligence avec une CAF entrée dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Patrice Motsepe. La présence du secrétaire général de l'instance africaine de football Véron Mosengo Oba du 14 au 16 juin prochain à Yaoundé devrait en tout cas être une occasion de prouver que les deux parties s'acheminent lentement mais sûrement et toujours main dans la main vers le 9 janvier 2022 prochain pour le démarrage de la dite compétition. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 14 juin 2021 à la signature de 2 décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Au titre de la présidence de la République, M. Ali Koulibaly est nommé ministre, conseiller spécial auprès du président de la République. Au titre du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023, M. François Albert Amichia est nommé président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN 2023. Fait à Abidjan le lundi 14 juin 2021. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. La communauté urbaine de Yaoundé a procédé à la remise d'un important matériel de travail aux différentes mairies de la cité capitale, afin de mieux lutter contre l'insalubrité dans la ville. La dite cérémonie de rétrocession a été présidée par Simon Vondomboa, premier adjoint au maire de la ville, en présence des autres maires des communes d'arrondissement et leurs adjoints. L'objectif ici est de contribuer durablement à l'amélioration des conditions d'assainissement pluvial, d'hygiène et de la santé des populations de la ville de Yaoundé. Par ailleurs, cette rétrocession s'inscrit dans le cadre du contrat de ville signé en octobre 2018 entre l'État du Cameroun, représenté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, et les communautés territoriales décentralisées de la ville de Yaoundé, pour renforcer davantage les capacités sanitaires des 7 communes d'arrondissement de Yaoundé dans le cadre de la précollecte et de la valorisation des déchets ménagers. La communauté urbaine a remis à chacune des mairies de Yaoundé des tricycles, des porte-tout, machettes, brouettes et bien d'autres matériels d'assainissement, qui n'a laissé personne indifférent. Après cette remise, c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime en ce moment, sachant bien ce que nous faisons sur le terrain et nous sommes en quête du matériel qui déjà nous avons reçu tout à l'heure de la grande commune, de la grande mairie. Et nous disons merci à monsieur le maire de la ville. C'est un soulagement, c'est une bouffée d'oxygène qui arrive à nos comités d'animation et de développement qui ont déjà commencé à faire un travail avec le PADI 1 et avec le don de la mairie d'arrondissement Yaoundé 2. Ce don vient après nommé, après ce qu'on a vu à Yaoundé 7. Et je peux déjà vous affirmer qu'on va faire bon usage de
de ce matériel afin qu'il n'y ait pas d'inondation à Yaoundé 2. Pour le représentant personnel du maire de la ville, il est question à travers ce dispositif d'engin roulant de rendre plus que propre la cité capitale. Une étude d'opérationnalisation de la collecte des déchets solides avait été entreprise et un certain nombre d'associations, d'organisations de la société civile avaient été identifiées. Et aujourd'hui, nous procédons à la remise effective de ce matériel, car la collecte en elle-même est faite par un opérateur, mais compte tenu des difficultés d'accessibilité dans les quartiers, nous avons pensé qu'avec ces tricycles, nous pouvons, n'est-ce pas, améliorer la collecte des différents déchets qui sont dans nos différents quartiers. Il ne reste plus qu'à faire bon usage de ce nouveau matériel afin de faire de la capitale une cité saine. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Saleh Anadif, en tournée de prise de contact avec les autorités de la sous-région ouest-africaine, est venu ce lundi 14 juin 2021 faire ses civilités au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, après sa prise de fonction, l'occasion de passer en revue les défis sécuritaires de la sous-région. Comme vous le savez, je suis maintenant nommé représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. À ce titre, je suis venu me présenter au président de la République et effectivement, nous avons parlé des défis, notamment les défis sécuritaires dont il est question. On a parlé de ce qui s'est passé à la frontière il y a 2-3 jours, on a parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, c'est des défis réels et je crois que nous sommes arrivés tous à la conclusion que c'est des défis globaux qui concernent toute la sous-région et on devrait avoir une vision régionale. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina concerne également les autres pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire. Et là, je crois que le président a fait une analyse extrêmement précieuse et nous allons bâtir sur cette analyse pour faire en sorte que les Nations Unies, les autres acteurs, les autres partenaires puissent également être aux côtés de ces pays pour faire face à cette menace qui de plus en plus devient sérieuse. Nommé le 26 mars 2021, il succède au Ghanéen Mohamed Ebin Chambas. Il est à noter que le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, a pris part à cette audience. Communiqué de la présidence de la République. Suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021, en plus de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 18 juin 2021 à la signature d'un décret de nomination des ministres-gouverneurs des districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, M. Philippe Légré, ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, M. Pascal Abina Kouakou, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, M. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Godibois, M. Louis-André Dakori Tablé, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Madame Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, Monsieur Vincent Loès, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes, Monsieur Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Maraoué,
Monsieur Mathieu Babo Daré, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Monsieur Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Monsieur Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome du Woruba, Monsieur Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, Monsieur Souleymane Touré, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Robert Mambé Begré, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué, fait à Abidjan le vendredi 18 juin 2021. Je vous remercie. Les élus de la nation étaient face au ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, à l'Assemblée nationale au sujet du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021, modifiant et complétant certaines dispositions du 17 décembre 2020 portant loi des finances. Une séance de travail dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué Dibril. Lors de la discussion générale, certains députés du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi et Adèle Roland Ngo Issi, ont exprimé leur inquiétude sur le taux d'endettement sans cesse croissant du Cameroun, sans réel impact sur les conditions de vie des populations. Pour eux, cette nouvelle ordonnance n'est ni opportune ni nécessaire. Il faut rappeler que l'inquiétude soulevée ici est partagée également par le Fonds monétaire international. Il y a même lieu de penser que l'absence de portée économique et sociale de cet endettement amène le FMI à douter à nouveau de la capacité et de la responsabilité du gouvernement camerounais, puisque désormais, notre souveraineté est placée sous le régime de la limitation. Ceci est très clair dans le communiqué rendu public le 27 mai dernier, 2021, par le FMI à l'issue de la conclusion d'un nouveau programme d'ajustement de 36 mois au titre de la facilité du mécanisme élargi de crédit. Ce communiqué dit, je cite, « Compte tenu du risque élevé de surendettement du Cameroun, les efforts visant à renforcer la gestion de la dette publique et à limiter les emprunts non concessionnels restent essentiels pour assurer la viabilité. » Fin de citation. C'est donc clair. Pour le FMI, le Cameroun présente désormais un risque élevé de surendettement. Et comme un gamin incapable et irresponsable, le pays est donc placé sous surveillance. Ces mouvements d'endettement sont désormais limités pour assurer sa propre viabilité. C'est le mot employé par le FMI. Alors, chers collègues, ce contre quoi nous n'avons eu de cesse de mettre le gouvernement en garde ici est hélas en train d'arriver. Je ne peux donc ne pas partager avec vous la gêne, et je suis dans l'euphémisme, qui habite le citoyen camerounais que je suis. Je me laisse imaginer que c'est parce que mon pays, le Cameroun, est jugé irresponsable qu'il a été obligé, afin de conclure un accord avec le FMI le 27 mai, de souscrire la conditionnalité préalable d'autolimitation le 26, par laquelle il s'oblige à plafonner ses emprunts non concessionnels à 750 milliards et concessionnels à 350 milliards. Cela est d'autant vrai que la même ordonnance, pour épargner nos généreux prêteurs de nos irresponsabilités, cette ordonnance du 26, disais-je, autorise une dette en eurobond de 450 milliards pour racheter une dette précédente en eurobond de 2015, sans que cette dernière dette de 2015 n'ait visiblement atteint ses objectifs. L'ordonnance du chef de l'État, en français facile et selon ma compréhension, c'est le fait de passer notre possibilité de nous endetter cette année de 300 à 750 milliards et autorise dans le même temps le dit endettement. Vos raisons semblent être manifestement votre volonté de garantir la réalisation des investissements programmés afin de tenir sur vos projections de la SND 30. Cette option du gouvernement nous pose des sérieuses interrogations. Monsieur le ministre, quelles sont les données objectives qui ont d'abord conduit à bloquer l'enveloppe à 300 milliards
car des travaux que nous avons effectués ensemble, sauf à me faire comprendre que ce n'était pas le cas, il était clairement acté que, compte tenu de la pandémie du Covid, notre économie se porterait mal. C'est une raison qui nous pousse à ce nouvel endettement et jamais les conséquences de cette crise. Et si c'est le cas, et je prends la représentation nationale à témoin de l'incompétence notoire qui a caractérisé le gouvernement dans la procédure ayant conduit au vote et à l'adoption de ce budget. Et j'invite par ailleurs, Monsieur le ministre, à faire montre de sérieux dans ce que nous faisons. Pour l'honorable Koudpi Adamou de l'Union démocratique du Cameroun, il est hors de question d'ajouter la dette sur la dette. Vous savez que l'une des gymnastiques en matière de budget, c'est d'être convaincu qu'on sera incapable de réaliser les recettes prévues, mais on les prévoit quand même de manière croissante pour justifier l'augmentation des dépenses qu'on va réaliser. Parce que c'est facile de réaliser les dépenses, c'est difficile de réaliser les recettes, mais comme on ne veut pas réduire les dépenses, on va superficiellement accroître les recettes. Et au cours de l'exercice, quand on est coincé, on revient pour dire « permettez-nous, parce qu'on est incapable de réaliser les recettes prévues, d'aller recourir aux emprunts ». Mes prédécesseurs l'ont dit, l'eurobond de 2015 devient exigible, si je me trompe, en 2023. Et vous dites que la trésorerie de l'État ne peut pas faire face du fait de l'impact de Covid-19 et de la volatilité de la conjoncture économique. Ces deux motifs, Monsieur le ministre, démontrent et justifient à suffisance que vos prévisions budgétaires n'étaient pas pertinentes. Parce qu'il s'agisse de l'impact de Covid, vous, personne, et encore moins vous qui êtes de l'expertise en la matière, ne pouvez douter du fait que Covid n'allait pas finir en 2021 et dont l'impact négatif sur les recettes de l'État devrait normalement être intégré dans les prévisions de recettes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on est surpris de l'impact négatif de Covid sur les prévisions de recettes au point de demander aux députés de vous permettre d'aller à l'accroissement des emprunts parce que les recettes ne peuvent pas permettre de faire face. Un avis que ne partage pas du tout le ministère des Finances. Aucun pays au monde ne peut dire qu'il ne s'est pas endetté. Deux, et je le répète, allez vous renseigner, vous allez vous rendre compte que le Cameroun fait partie des pays, les 20 pays les moins endettés d'Afrique. Trois, ce qui est important quand je parlais de bonnes et de mauvaises dettes, c'est que si vous prenez l'exemple de l'énergie, peut-on se plaindre qu'on aille contracter une dette pour construire un barrage et en même temps se plaindre qu'il y a des coupures, il y a des délestages? Non. Donc il faut contracter des dettes, mais il faut le faire de manière intelligente. C'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, nous avons mis en place ce qu'on appelle le Comité national de la dette publique pour essayer de monitorer tous ces dettes et surtout de voir quels sont parmi ces projets de dette les projets qui doivent être validés, soit parce que l'opération à réaliser va ajouter quelque chose de positif à l'économie, soit parce que les conditions financières attachées à cette dette sont des conditions avantageuses. On ne va pas aller s'endetter à des conditions extrêmement onéreuses. Donc au niveau du Comité national de la dette publique, on le fait parce que, je le dis encore une fois, la dette, elle sert à cela. Vous aurez des barrages grâce à la dette, vous aurez des routes grâce à la dette, vous aurez la construction des hôpitaux grâce à la dette. Au terme de ce débat houleux, les députés ont adopté après révision le projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 17 décembre 2020 portant loi des finances. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.